Eh bien, très bien, mais du coup, ouais, je vais commencer, ouais, par lire la quatrième de couverture. Hem, alors bon, déjà, ouais, excusez-moi, oui, je me trompe, oui, je me trompe d'écran. Voilà, voilà. Hem, donc voilà, comme ça, oui, vous avez déjà, voilà, oui, la couverture du livre en grand. Ouais, comme je vous disais, avec le numéro 23, alors que ça devrait être le numéro 24. Mais bon, voilà, ça, oui, ça change pas grand-chose en fin de compte. Heu, alors pour le résumé de la quatrième de couverture, Vandian, le cruel seigneur d'Eldenor, a exhumé les terribles secrets des runes d'Agarash le damné, offrant à celui qui les détient un pouvoir sans limite. Fort de ce pouvoir, Vandian a lancé ses armées à l'assaut de ses voisins des États libres de la Storn et menace d'étendre sa tyrannie sur le Maniamund tout entier. Pour l'arrêter dans son élan, Loup Solitaire mobilise le Kai et part en croisade contre l'envahisseur. Et c'est à vous, le plus éminent des disciples, que revient la mission si périlleuse qu'essentielle qui décidera de l'issue de cette croisade contre les forces du mal, détruire les runes d'Agarash le damné. Voilà. Donc, ouais, bah, par conséquent, ouais, on va pouvoir passer à l'intro du livre. Hum, voilà, voilà. Alors, les runes d'Agarash. Vous êtes un grand maître du second ordre Kai, confrérie de guerriers d'élite du Sommerlund. Nous sommes en l'an 5083 après la création de la pierre de lune. 33 ans se sont écoulés depuis que le premier ordre Kai a été pratiquement anéanti par les seigneurs des ténèbres d'Elgedad. Depuis lors, ces champions du mal que Nahar, le dieu des ténèbres, avait envoyé dévaster votre monde, le fertile Maniamund, ont eux-mêmes été exterminés. Le chef de votre illustre confrérie guerrière, le légendaire loup solitaire, était l'unique survivant du premier ordre Kai. Sur les ruines encore fumantes du monastère, il avait juré de venger ses compagnons massacrés. Un vœu qu'il allait accomplir en 5075, n'hésitant pas à s'infiltrer seul au cœur même du sinistre royaume des seigneurs des ténèbres pour détruire la cité infernale d'Elgedad, siège de leur pouvoir maléfique. Décapité par cette défaite, et voyant s'évanouir l'espoir de conquérir la totalité du Maniamund, qui, seuls, jusqu'alors, avaient pu maintenir leur cohésion, les armées des ténèbres éclatèrent en multiples factions rivales qui ne tardèrent pas à se déchirer en une féroce guerre intestine. Les pays libres surent alors habilement tirer habit des troubles et des divisions du camp adverse pour reconstituer leurs forces, avant de lancer une contre-offensive générale qui allait leur assurer une victoire aussi rapide que totale. La chute des seigneurs des ténèbres ramena enfin la paix sur votre terre natale du Sommerlund, un des principaux royaumes du Maniamun septentrional. Sous la direction de Loup Solitaire, le monastère Kai fut reconstruit et retrouva sa splendeur passée, tandis qu'un second ordre de guerriers Kai se constituait rapidement. Vous appartenez à cette nouvelle génération de recrues Kai. Vous avez vu le jour en 5063, durant les années de guerre contre les seigneurs des ténèbres. À l'âge de 7 ans, votre père vous a confié au monastère Kai où, sous la tutelle de Loup Solitaire, vos aptitudes au combat et vos pouvoirs innés vous ont été révélés, développés et aiguisés par de rigoureuses années d'études et d'entraînement. Les dispositions exceptionnelles vous ont aidé à vous hisser rapidement dans la hiérarchie du second ordre du Kai. Vous avez aujourd'hui le rare privilège de compter parmi les 5 disciples qui ont atteint le rang de grand maître Kai. En 5077, votre courage et vos talents ont été mis à rude épreuve lorsque les forces des ténèbres, profitant de l'absence de loups solitaires, lancèrent une attaque aussi brutale que massive contre le monastère Kai. Utilisant une porte d'ombre, un passage astral reliant le Sommerlund aux univers parallèles qui l'entourent, Nar, le dieu des ténèbres, avait envoyé des légions de monstres ailés anéantir le monastère, assaillir le monastère afin d'anéantir le second ordre Kai et dévaster le Sommerlund. Le fourbe avait bien calculé l'instant de son attaque, mais il avait mésestimé la valeur et la ténacité des défenseurs du monastère. En dépit de votre jeunesse et de votre inexpérience, vous-même et vos frères du second ordre avez farouchement repoussé tous les assauts des hordes des ténèbres, jusqu'au retour de loups solitaires et de l'armée royale du Sommerlund qui allait briser le siège et anéantir l'ennemi. Au cours des 6 années qui ont suivi cette défaite des forces du mal, Nar n'a eu cesse de prendre sa revanche sur le Kai, tissant telle une araignée diabolique la toile de ses complots. Dans tout le Maniamund, tapis dans l'ombre, ses agents attendaient patiemment l'heure de servir leur néfaste maître. Là, on va revenir
aux événements qui se sont passés là dans le dernier livre, là le héros de minuit. Le baron Sadanzo de Sienne était un de ses agents. Le Sienne est un des plus riches royaumes de tout le Maniamoun méridional, ainsi qu'un des plus anciens alliés du Sommerlund. Sadanzo avait fait assassiner son monarque, le roi Oridon, afin de pouvoir revendiquer la couronne à la faveur de l'absence du prince Carvas, le fils unique d'Oridon, qui vivait en exil sur la lointaine île de Chéassou. Le baron était un disciple de Nar investi d'un pouvoir diabolique qui lui permettait de soumettre à sa volonté les membres de la cour de Sienne pour les amener à soutenir ses prétentions au trône. Le sinistre personnage n'était pas loin de parvenir à ses fins, mais tout n'était pas encore perdu. La constitution du Sienne laissait au prince Carvas un délai de 60 jours pour revendiquer ses droits légitimes sur le trône à partir de la mort de son père. Sadanzo ne serait donc couronné que si le prince ne réapparaissait pas à temps. Vous Solitaire avait promis d'empêcher le baron Sadanzo d'usurper la couronne, mais c'était un vœu que vous seul pouviez accomplir. Au moment où le roi Oridon était assassiné, vous acheviez une mission dans le Maniamoun méridional et vous vous trouviez plus près de l'île de Chéassou qu'aucun autre seigneur Kai. Dès que votre quête fut menée à bien, Vous Solitaire vous donna l'ordre de différer votre retour au monastère Kai et de partir pour Chéassou à la recherche du prince exilé. Votre nouvelle mission consistait à retrouver Carvas et à le ramener sain et sauf dans sa capitale de Serroa, à temps pour qu'il puisse revendiquer le trône et déjouer la machination de Sadanzo. Malgré bien des adversités, déjouant les caprices du destin et les fourberies de l'ennemi, vous avez réussi. Carvas a coiffé la couronne royale et le maléfique Sadanzo et ses séides ont payé leurs crimes de leur tête. En reconnaissance de votre aide inestimable, le nouveau souverain vous a adoubé chevalier de Sienne et a mis à votre disposition l'Étoile d'Or, son navire royal, afin de vous permettre de regagner au plus vite Holmgard, la capitale du Sommerlund. Peu après l'aube, dans la fraîcheur d'un jour de la mi-automne, le majestueux trois-mâts royal de Sienne est entré en glissant sur son air dans le bassin du port de Holmgard. En dépit de l'heure matinale, une voiture attelée et une escorte de cavaliers de la garde royale vous attendaient sur le quai pour vous conduire directement au monastère Kai. Vous avez été chaleureusement accueillis et félicités par vos frères grands maîtres, qui n'avaient... ainsi que par le grand maître suprême Loup Solitaire, qui n'a pas manqué de vous adresser ses plus vifs éloges pour le succès éclatant de vos missions et l'admirable façon dont vous avez su porter l'étendard des plus nobles traditions du Kai. Après de si longs mois de lointaines pérégrinations et d'aventures mouvementées, vous vous réjouissiez de retrouver votre foyer et de vous replonger dans la routine familière du monastère. Et vos aspirations au calme ont été déçues lorsque, un peu plus tard dans la journée, Loup Solitaire vous a fait convoquer pour un entretien privé dans ses appartements. La nouvelle qu'il vous a alors annoncée a retenti à vos oreilles comme un coup de tonnerre. « Nous devons nous préparer à partir en croisade, grand maître, déclara-t-il froidement en déroulant une grande carte du Sommerlund, du Maniamoun central sur le sol de granit de sa chambre voûtée. La guerre fait à nouveau rage dans les pays de la Storne, et les flammes de l'incendie menacent de dévorer de dévorer nos amis de l'Alliance des Pays Libres. Puis, tirant du fourreau sa légendaire épée, le glaive de Sommer, il a posé la pointe de sa lame dorée sur un royaume enserré dans les terres à l'est du grand fleuve Storn. Voici l'aile de Nord, la source des problèmes que nous devons affronter. Depuis la chute de son précédent souverain, le prince Luta, un nouveau maître s'est emparé des rênes de cette contrée sans loi. D'ailleurs, oui, il faut savoir que, juste entre parenthèses, une petite parenthèse, oui, on avait la possibilité de rencontrer et d'affronter le prince Luta justement dans le précédent cycle de la série. Enfin, oui, Loup Solitaire, avait eu la possibilité de le rencontrer et de l'affronter justement dans le 18e livre de la série, à savoir La Porte d'Ombre. Après, il faut savoir que bon, c'était dans le cadre, c'était une rencontre et un combat optionnel, puisque, oui, parce que ça correspondait à un passage dans le livre, on avait le choix entre deux routes, et justement, si on prenait la route en direction de la ville de Duadon, c'était là où justement on pouvait se retrouver à être confronté et affronter le prince Luta. Après, canoniquement, ça n'a jamais été confirmé
si c'est loup solitaire ou non qui l'a tué, oui, qui a tué ce dernier. Ce qui paraît, à mon avis, le plus probable, puisque bon, faut savoir que le prince Luta, oui, oui, disposait d'un atout considérable. Oui, oui, à savoir, oui, il possédait que lui avait procuré Nar, le dieu des ténèbres. Oui, un anneau de pouvoir, justement, oui, qu'il rendait oui, quasi invincible aux armes ordinaires et qui lui conférait une puissance hors norme. Et bon, oui, il y avait pratiquement qu'avec le glaive de Sommer, oui, que Loup Solitaire pouvait le vaincre, oui, pouvait vaincre ce dernier en combat. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, oui, c'est pour ça que je penserais que oui, que c'est plus probable que ce soit justement, oui, Loup Solitaire qui éliminait ce dernier. Mais bon, voilà, comme ça n'a jamais été officiellement confirmé. Bon voilà, bon histoire, bon parenthèse termine, bon voilà, comme ça je termine la parenthèse là-dessus, mais bon c'était juste pour vous préciser, bon histoire de vous apporter du lore supplémentaire. Alors bon, je reprends. Depuis la chute de son précédent souverain, le prince Luta, un nouveau maître s'est emparé des rênes de cette contrée sans loi. Il n'a pas une goutte de sang noble, mais cela ne l'a pas empêché d'écraser toute opposition légitime et de s'arroger le titre de seigneur Vandian d'Eldenor. Au début de cette année, il a grossi les rangs de son armée de régiments de mercenaires magadoriens et augiens. Puis, après avoir en toute mauvaise foi accusé ses pacifiques voisins du Delden d'avoir violé le territoire d'Eldenor, il a massé ses mercenaires le long de sa frontière nord. Et lorsque le Delden a rassemblé ses troupes pour faire face à la menace, Vandian a hurlé à l'agression et s'est empressé de déclarer la guerre. Au terme d'une campagne aussi rapide que brutale, l'armée du Delden a été écrasée et son peuple ploie maintenant sous la botte du tyran. Enhardi par ce succès, Vandian a poursuivi sur sa lancée. Le Magador, dont les défenses se trouvaient affaiblies par la défection de ses meilleurs régiments de mercenaires, passés dans le camp d'Eldenor, a été sa deuxième victime. Au milieu de l'été, l'armée de Vandian a franchi le fleuve Storn et s'est emparée de Salonie. Nous avons appris du Lyris voisin qu'un flot continu de troupes fraîches arrivait d'Eldenor pour renforcer les rangs des troupes d'occupation. À l'évidence, le Lyris et sa séculaire cité de Vareta est le prochain joyau que Vandian compte ajouter à son indigne couronne de conquête. Loup solitaire s'est interrompu pour ouvrir la porte d'une antichambre, et vous avez vu entrer d'un pas traînant un vieillard chenu vêtu d'une robe de bure à capuchon. J'ai l'honneur de te présenter Gwynyan le Sage, a déclaré Loup solitaire sur un ton respectueux. Il est venu de Vareta pour demander notre aide. Le nom de Gwynyan était loin de vous être inconnu, car ce sage renommé avait aidé Loup solitaire en maintes occasions par le passé, si bien qu'il est hautement révéré par tous les disciples du Kai. Mais c'est la première fois que vous le rencontrez en personne, et vous en êtes très honoré. Gwynyan, quant à lui, a tenu à vous féliciter pour les victoires que vous avez remportées depuis que vous êtes devenu un grand maître Kai. Puis, à l'invitation de Loup solitaire, il s'est approché de la carte et a pris la parole. Depuis mon arrivée parmi vous, j'ai malheureusement appris que ma cité bien-aimée de Vareta était assiégée par les hordes de Vandian, a-t-il commencé d'une voix calme et solennelle. Loup solitaire vous a déjà dit que les Eldenoriens recevaient un flot constant de renforts. Le fait sera en lui-même d'une gravité considérable, mais ce qui nous inquiète le plus, en l'occurrence, c'est la nature de ces troupes, qui ne sont pas composées de mercenaires, ni même d'humains. Il s'agit de Vorkas, une espèce guerrière d'Agarashai qui s'était éteinte à la suite de la destruction de son créateur, Agarash le damné, il y a plusieurs millénaires. Du moins l'avions-nous cru. À présent, les Vorkas sont réapparus en grand nombre, armés, entraînés et soumis aux ordres du seigneur Vandian. En écoutant Vandian poursuivre son exposé, vous avez appris que la guerre s'était considérablement intensifiée depuis l'arrivée des Vorkas. Au sud, les armées d'Eldenor s'étaient emparées de la cité de Tekaro et avançaient à travers la plaine slovarienne, en poussant devant elles les forces sloviennes en déroute. À l'ouest, les troupes de Vandian avaient envahi le Palmyrion et se trouvaient à portée de Vanamor, sa capitale. Loup solitaire vous informa que le maître de guilde avait dépêché des magiciens au Palmyrion en vaisseau volant pour aider son gouverneur, le grand électeur Manatine, à renforcer les défenses du pays. Avec leur appui,
Les, les Palmyrions parvenaient à contenir la poussée ennemie, mais tôt ou tard, Vanamor finirait par tomber, submergé par le flot constant des renforts Vorkas. Les Vorkas sont la clé des succès militaires de Vandian, affirmait Loup Solitaire. Si nous voulons le vaincre et sauver nos alliés, nous devons tarir le flux de ces renforts à sa source. C'est juste, a opiné Gwynyan. Et nous savons de quel endroit les Vorkas ont surgi. Le sage s'est penché et a pointé un doigt noueux sur la carte avant, d'ajouter « Tous les rapports de nos agents confirment qu'ils viennent de là, de Duadon, la capitale d'Eldenor. On a vu des milliers de Vorkas sortir des murs de cette cité fortifiée pour rejoindre les armées en campagne, mais on n'en a jamais aperçu un seul, qui entrait dans la ville en venant d'ailleurs. Cela ne peut signifier qu'une chose. Les hordes de Vorkas sont créées quelque part à l'intérieur de Duadon. Mais comment est-ce possible? Vous êtes-vous exclamé, incrédule. Vandian est-il donc un si grand sorcier? Non, ce n'est pas un grand sorcier, ni même un sorcier tout court, répliquait Gwynyan d'un air entendu. Mais il a découvert une force ancienne que l'on croyait perdue à jamais. Il n'existe dans tout le Maniamoun qu'un seul pouvoir capable de créer des Vorkas, le pouvoir des runes. Vandian a découvert les runes perdues d'Agarash le damné. Et Gwynyan vous a dit comment? Il y a des millénaires de cela, Agarash le damné combattit les anciens mages dans une guerre qui devait durer plus d'1 000 d'années. Vers la fin de cet épique affrontement, comme il sentait ses forces s'épuiser face à la magie bénéfique des anciens mages, le néfaste Agarash scella l'essence de ses pouvoirs déclinants dans des tablettes d'obsidienne et des cristaux de jet. Agarash savait qu'il était perdu, et en sauvegardant ainsi une partie de ses pouvoirs à l'intention des futurs disciples de Nar qui sauraient les utiliser dans les siècles à venir pour dominer à leur tour tout le Maniamound, l'héritage de son abominable règne lui survivrait. 3 tablettes d'obsidienne furent donc gravées de symboles, ou runes, affirmant leur origine maléfique. Et 7 cristaux furent façonnés à la ressemblance des pierres de la sagesse du Kai et nommés en dérision pierres du destin. Depuis la chute d'Agarash, quelques-unes des pierres du destin ont réapparu pour séduire et investir de leur pouvoir des agents subalternes de Nar, poursuivit Gwynyan. Mais les pierres du destin ne peuvent créer des Vorkas. Seules les runes ont ce pouvoir. On a longtemps cru qu'elles avaient péri avec Agarash lui-même dans la destruction de Naharos, sa forteresse légendaire. Mais à présent, tout porte à croire qu'elles ont ressurgi, pour tomber aux mains du seigneur Vandian. Le solitaire a juré à Gwynyan de l'aider à briser le siège de Vareta et de libérer le Lyris. Et le second ordre du Kai a reçu l'ordre de se préparer à partir en croisade contre Eldenor. Pendant ce temps, Cordas, grand échevin de Casiorn, faisait savoir qu'on pouvait également compter sur son aide. Le gouverneur de la riche cité marchande avait levé sur ses propres deniers une armée de mercenaires en Anari, Firalonde et Kakouche, et il les avait envoyés à la ville de Quarlen pour empêcher l'ennemi de franchir la rivière Quarl. Ces hommes sont des soldats aguerris, et ils ont été royalement payés, mais il manque d'officiers inspirés. Aussi a-t-il été convenu que les grands maîtres et disciples Kai assumeraient le commandement des régiments mercenaires dès leur arrivée à Quarlen. D'ailleurs, ça sera pas la première fois à l'avenir, mais bon, ça, on aura l'occasion d'y revenir bien plus tard. Dans 3 jours, nous partirons pour Quarlen, a conclu Loup Solitaire. Armé de notre savoir, de notre courage et de nos disciplines, je fais le serment, sur l'honneur du Kai, que nous refoulerons la marée du mal qui menace d'engloutir nos alliés. Voilà. Donc là, oui, vous avez l'introduction. Ouais, voilà, des événements, là, un peu de ce qui nous attend. Donc maintenant, oui, on va passer... Voilà, on va passer... justement aux préparatifs. Et donc, oui, par conséquent, oui, je vous proposais de commencer par le choix par le choix de la prochaine grande discipline que l'on va prendre. Oui, étant donné qu'on a réussi l'aventure précédente. Donc, oui, si mes calculs sont bons, là, on va choisir notre 8e grande discipline. C'est-à-dire qu'à ce stade de la série, là, on va maîtriser la moitié des grandes disciplines. Oui, la moitié des grandes disciplines, Kai. Alors, donc, oui, je vais remontrer l'écran. Voilà, ouais, sur notre feuille d'aventure. Oui, enfin, du moins, oui, sur l'application qui nous sert de feuille d'aventure.
Ouais, voilà, oui, pour, ouais, vous rappeler les grandes disciplines que l'on possède déjà. Oh, ah, excusez-moi, oui, je me trompe, oui, un petit instant. Voilà. Moi aussi que je retire ça. Voilà. Alors bon, il faut savoir que, on possède actuellement, oui, la discipline du contrôle animal, oui, enfin oui, les grandes, oui, la grande discipline du contrôle animal, celle de la science médicale, celle de l'invisibilité, celle du foudroiement psychique. On possède, voilà, également l'art des bardes, l'astrologie et l'intuition. Voilà, donc ouais, on va pouvoir se lancer dans la huitième grande discipline. Plus en même temps, je ferai un rappel après. Oui aussi, oui, je préciserai, puisque maintenant, oui, on a aussi monté en grade. Par conséquent, alors ouais, déjà que je vérifie, oui, que je vérifie rapidement. Alors oui, on possède. Alors oui, normalement. Euh, Voilà. Comme on possède oui, ouais, 8 grandes disciplines, normalement, oui, on a atteint le rang de grand maître éminent. Et donc, ouais, alors par conséquent, par contre, alors oui, il faut que je vérifie au niveau de l'amélioration des grandes disciplines avec le rang de grand maître éminent, si justement, s'ils ont bien, ouais, si ça n'a pas été inversé, ouais, parce que ouais, dans la version française, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont emmêlés. Euh, ouais, ouais, voilà, ouais, évidemment, ouais, dans la version française, ils se sont, voilà, oui, ils ont gardé la liste qui était présente. Alors comment ça s'appelle déjà? Ah oui, euh, voilà, oui, dans le héros de minuit. Donc, oui, ils ont complètement emmêlé. Donc, par conséquent, ouais, je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Bon, j'ai pas directement en visuel celle du coup, oui, de la bonne pour la version française. Alors, ouais, je vais vous montrer. Je vais vous montrer en visuel celle de la version du livre, oui, de la version originale du livre. Par contre, moi, de mon côté, après, oui, sur mes propres versions, ouais, sur mes propres versions des livres ultérieurs, bon, je vais lire dessus. Bon, là, à l'écran affiché en anglais, mais bon, là, je vais vous lire à l'oral en français. Donc, ouais, donc ouais, c'est pour ça. Euh, donc, juste un petit instant. Alors, voyons voir. Alors, voilà, ouais, oui, les améliorations, ouais, oui, des grandes disciplines. Voilà, ouais. Oui, bon, c'est pour ça, comme ça, oui, bon, je vous aurais. Euh, oui, oui, comme ça, oui. Bon, d'ailleurs, oui, je vais commencer, ouais, pour changer, justement, à vous lire les améliorations des grandes disciplines, avec le fait que, oui, que l'on ait atteint, oui, le rang de grand maître mentor. Après, oui, il faut quand même que je vérifie, parce que comme il y a eu des modifications avec les révisions, là, je vais regarder sur là, sur, comment dire, sur les derniers livres qui sont sortis en version française, ouais, pour voir justement si vous ont fait des modifications ou les intitulés des grades. Bon, j'en ai pas pour longtemps puisque j'ai le livre, voilà, j'ai le dernier livre sorti, le numéro 31 sous la main, donc c'est dessus. Ah, ok. Donc, ouais, voilà aussi, oui, oui, que je vous affiche, comme je vous disais en VO. Euh, euh, voilà. Ok. Alors, là, oui, vous voyez là ici s'afficher. Euh, ouais, attendez. Ouais, parce que là, oui, il faut que je descende. Descende.
Voilà. Là, c'est ce que vous voyez, là, c'est ce qui correspond en VO, ce qui est écrit, Kai Grand Defender. Voilà, pour le titre, voilà, le titre du grade, oui, de notre grade en VO. Alors, ah, en fait, oui, c'est vrai que oui, ils ont recorrigé, dans la version française. Alors oui, ils ont mis pour, oui, le grade quand on possède 8 grandes disciplines. Alors normalement, oui, on a le titre de grand chevalier Kai. Hem, non, 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 ouh je m'avance un peu. Non, 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 oui, oui, excusez-moi, non, je confonds un petit peu. Non, oui, c'est bien le grade de grand maître mentor. Oui, c'est ça. Bon, ça a été conservé. Oui, voilà, oui, grand maître mentor. Effectivement, bon, d'accord. OK, alors, voilà, grand maître mentor. Hem Alors, voilà, vous avez en premier là, vous avez oui, affiché délivrance, oui, c'est en VO, c'est ce qui correspond à la science médicale. Alors, grande discipline de la science médicale. Cette discipline vous donne la possibilité, bah, que l'on possède d'ailleurs, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous allez déjà savoir les améliorations que vous bénéficiez à partir de cette partie de la série. Cette discipline vous donne la possibilité de remédier aux effets de la décomposition naturelle de matériaux tels que le bois, la pierre, le tissu, le métal, etc. Il vous suffit de toucher l'objet atteint pour réparer les dommages causés par la pourriture, la rouille ou la moisissure. Ouais, c'est déjà assez balèze, oui. Alors ensuite, vous avez les améliorations pour, la télégnosis, c'est-à-dire l'intuition, voilà, ouais, qu'on l'on possède également puisque c'était la discipline que vous avez choisie lors du précédent livre. Grâce à cette discipline, vous êtes capable de localiser un objet connu ou familier. Cette faculté s'exerce initialement dans un rayon de 4,50 m, mais ce périmètre augmentera à mesure que vous gravirez les échelons de la hiérarchie du nouvel ordre Kai. Voilà. Donc ensuite, ah bah, encore une discipline que l'on possède déjà, c'est-à-dire l'astrologie. Oui, la grande discipline de l'astrologie Kai, où vous maîtrisez l'interprétation de tous les instruments astrologiques courants permettant de prédire l'avenir, et notamment des cartes, dés et boules de cristal. Voilà. Alors ensuite, grande discipline de l'art des simples. Ouais, c'est-à-dire, oui, l'herboristerie, là, vous voyez, herb mastery, voilà. Alors oui, ça qu'on ne possède pas, par contre. Vous êtes à même de neutraliser les toxines dangereuses présentes dans les matières organiques, comme les plantes, les baies et les fruits. La transformation de ces substances toxiques donne parfois droit à des points d'endurance et ou d'habileté supplémentaires dans le cas où elles ont déjà été ingérées. Voilà. Alors ensuite, vous avez mes améliorations pour une autre discipline qu'on ne possède pas, oui, la grande discipline de l'élémentalisme. Cette discipline vous rend capable de vous envelopper d'un nuage de vapeur dense afin de vous dissimuler à la vue de vos ennemis, de jour comme de nuit, c'est-à-dire, oui, oui, même face à l'infravision. Cette brume épaisse s'étend sur un rayon d'1,50 m autour de vous et agit durant 3 à 5 minutes. Sa portée et sa durée augmenteront à mesure que vous gravirez les échelons de la hiérarchie du nouvel ordre Kai. Alors ensuite, encore une discipline que l'on possède, là par contre, oui, à nouveau, c'est-à-dire, oui, l'art des bardes. Hem, grâce à vos talents musicaux hors du commun, vous pouvez calmer une créature douée d'intelligence et ou inoculer une idée dans son esprit, à condition qu'elle se trouve à portée d'oreille. Cette discipline améliorée produit les mêmes effets que le sortilège envoûtement de la guilde, oui, qui est un sortilège de l'alchimie Kai. Voilà. Voilà, bon déjà voilà, vous avez les améliorations des disciplines, oui pour le rang que l'on a oui pour le rang qu'on a atteint. Alors maintenant je vais repasser, maintenant oui sur le résumé, voilà oui le résumé des, justement de ce que nous apportent, bon les autres grandes disciplines que l'on ne possède pas. Hem, Maintenant, je vais revenir, ouais, voilà sur la description, bon voilà des disons oui des bonus que nous apportent les grandes disciplines, bon de base. Alors, bon, bah, voilà, oui, on va commencer. Alors oui, grande discipline de la science des armes, oui, vous avez tout d'abord, pardon. Cette grande discipline confère à un grand maître Kai du second ordre le don de manier les armes avec un maximum d'efficacité.
Chaque fois que vous combattrez avec une arme dont vous avez acquis la parfaite maîtrise, vous aurez droit à 5 points d'habileté supplémentaires. Le rang de grand maître Prima, bon maintenant on l'a largement dépassé, avec lequel vous commencez la série des aventures du second ordre, signifie que vous possédez la maîtrise parfaite d'une arme parmi celles qui sont représentées dans la rubrique équipement. À l'avenir, chaque nouvelle aventure couronnée de succès vous conférera la maîtrise d'une arme supplémentaire. Bon, alors la discipline du contrôle animal, on la possède déjà. Alors bon, celle de la science médicale aussi, l'invisibilité aussi. Ah, bon, après ensuite, il y a la grande discipline de l'art de la chasse. Ouais, sachant aussi, j'ai oublié de préciser que, oui, de rappeler que pour la grande discipline de la science des armes, ça apporte aussi un bonus de plus 5 à la table du hasard quand on doit tirer à l'arc. Voilà, bon, juste dernier rappel. Alors bon, continuons. Grande discipline de l'art de la chasse. Cette grande discipline permet au grand maître qui fait appel de voir comme en plein jour dans la plus totale obscurité. Elle exacerbe aussi ses sens du goût et du toucher. Plus aussi, bon, ils auraient pu rajouter aussi qu'elles améliorent aussi les réflexes, aussi également. Grande discipline de l'exploration. Cette technique permet au grand maître Kai d'échapper à l'étreinte euh, des plantes tentaculaires et hostiles, et elle décuple aussi sa vigilance devant les embuscades imminentes et dans les lieux qui leur sont propices, comme les épais sous-bois ou les profondes forêts. Bon, ensuite, il y a grande discipline du foudroiement psychique, bon ça, on la possède déjà. Alors ensuite, voilà, il y a la grande discipline de l'écran psychique. Lors d'un combat psychique, un grand maître doté de cette grande discipline peut dresser une barrière mentale capable d'assurer sa protection ou celle d'autrui. Cette protection croît à mesure que le grand maître s'élève dans la grande hiérarchie du second ordre. Ok. Alors ensuite, il y a la grande discipline du nexus. Les éléments et produits toxiques ou nocifs, tels que les acides, les gaz, le feu, n'ont aucun effet sur le grand maître Kai qui utilise cette grande discipline, et cela pendant environ 1 heure. Cette résistance augmente à mesure qu'il progresse dans la grande hiérarchie du second ordre. Bon, ensuite, il y a la grande discipline de l'intuition, bon, que l'on possède déjà. Alors ensuite, voilà, il y a la grande discipline de la magie des anciens. Grâce à l'enseignement de loup solitaire, vous connaissez désormais les rudiments du combat magique de l'ancien royaume. Vous maîtrisez notamment certains sortilèges de base de la magie des anciens, tels que le bouclier, le mot de pouvoir et le point invisible. Votre connaissance et votre maîtrise de la magie de l'ancien royaume augmenteront à mesure que vous progresserez dans la grande hiérarchie du second ordre. Alors ensuite, il y a la grande discipline de l'alchimie Kai. C'est sous la tutelle de loup solitaire et du maître de guilde Banedon, le chef de la guilde des magiciens du Sommerlund, que vous avez appris les rudiments de la magie gestuelle pratiquée par la confrérie de l'étoile de cristal. Maîtrisez notamment le sortilège de la main de feu, de la lévitation et de l'envoûtement. Vos connaissances en ce domaine augmenteront à mesure que vous progresserez dans la grande hiérarchie maniacae. Bon, et ensuite, voilà, la grande discipline de l'astrologie Kai, bon ça on la possède déjà. Alors après, oui, la grande discipline de l'art des simples, donc comme on avait parlé tout à l'heure, ou l'herboristerie. Un grand maître du second ordre Kai qui possède cette nouvelle discipline est en mesure d'identifier immédiatement toutes les formes de substances dérivées de matériaux végétaux ou organiques. Il connaît l'emploi, médicinal ou magique, le plus secret de ces substances et sait comment modifier leurs propriétés. Alors après, il y a la grande discipline de l'élémentalisme. Cette nouvelle technique du second ordre Kai donne au grand maître la possibilité de manipuler à sa guise les 4 éléments de base que sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Il peut extraire les éléments présents à proximité et les utiliser, euh, ou les utiliser, séparément ou combinés. Il est capable de les concentrer et d'augmenter leur volume, de les disloquer ou de renforcer leurs propriétés selon un but précis, comme par exemple édifier un rempart, projeter un rocher, soulever un tourbillon de sable, faire le vide ou provoquer un incendie. La maîtrise de cette discipline augmentera avec votre rang hiérarchique. Bon après voilà, la grande discipline du don des bardes, bon ça on le possède déjà. Voilà. Donc par conséquent, voilà, je vais afficher sur le chat vite fait le choix, ouais, avec le choix des grandes disciplines. Oui, oui que l'on peut choisir. Euh, bon, juste pour
Alors, ouais, que je revérifie, voilà, que je fasse dans l'ordre. Oui. Alors, ouais, que je revérifie. Mmh. Et hem, oh, voilà, normalement, voilà. Mais vous avez affiché sur le chat, ouais, voilà, le choix des grandes, voilà, oui, des grandes disciplines, voilà, oui, que l'on ne possède pas encore. Donc voilà, le choix est à vous. L'art de la chasse? Mmh, bah, très bien, bah, dans ce cas-là, bon, oui, bah, voilà, je vais le noter. Bon, s'il y a personne d'autre qui se manifeste. Hem, Pop 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 pop, alors, OK. Alors, art de la chasse. Voilà, comme ça, oui, c'est noté. Donc oui, on possède bien 8 grandes disciplines maintenant. Hem, alors comme ça, oui, vous avez le rappel, du fait que, oui, oui, à chaque fois que l'on maîtrise une nouvelle grande discipline, comme vous voyez, hem, bon, voilà, oui, bon, c'est écrit 4, mais bon, oui, 4 grandes disciplines de base, mais bon, depuis l'édition révisée, oui, on commence, oui, on commence le quatrième cycle, non pas avec 4 mais 5 grandes disciplines. Donc ouais, donc c'est pour ça que là, je vais vous lire en tenant compte de cette modification. Oui, pour chaque grande discipline du second ordre que vous maîtriserez en plus des 5 qui vous sont déjà acquises, vous ajouterez 1 point à votre total d'habileté et 2 points à votre total d'endurance. Oui, ces points supplémentaires, de même que votre 5 grandes disciplines d'origine ainsi et vos grandes disciplines acquises, heu pourront vous accompagner dans votre prochaine aventure du second ordre Kai. Donc, on va le noter déjà, bon, directement, oui, sur le feuille d'aventure, oui, sur la feuille d'aventure. Donc, voilà, bon, sachant qu'on, bon, après avec la précédente aventure, bon, en fait, bon, j'ai tenu compte du bonus bon, après ce du ouais, de 2 points d'habileté, du fait qu'on possède un objet spécial,
Oui, le talisman de défiance qui vous confère 2 points d'habileté supplémentaires, donc c'est pour ça que c'est déjà intégré. Donc oui, par conséquent, bon oui, parce que bon, sans tenir compte de cet objet spéciaux, normalement, oui, à ce stade de la série, là, on a 34 points d'habileté. Donc là, là de toute base, on passe à 35, plus en tenant compte là des 2 points d'habileté du talisman de défiance. Donc là, oui, on peut commencer à 37, ouais, on passe à 37 de base. Et donc, et concernant les points d'endurance, ben voilà, oui, le maximum. Bon, on était 43 au précédent, on était au 43 au précédent livre, donc là on monte à 45, ouais, 45 points d'endurance de départ. Donc voilà. Euh, alors maintenant, on va passer. Bon, déjà, on va. Euh, oula, ouais. Déjà, oui, on va passer pour l'or maintenant. Oui, on va s'occuper de l'or. Avant de quitter, ouais, bah en plus ils sont trompés dans la VF, ils ont gardé le descriptif de l'équipement, ouais, bah, justement de, comment ça s'appelle? Ah oui, du livre précédent, le héros de minuit. Ouais, c'est pour ça que là, ouais, ils ont vraiment cafouillé dans la version française, mais bon, ça on avait déjà l'occasion de le dire lors du précédent livre. Alors bon, bon, par contre oui, je vais montrer la carte puisqu'ils disent oui, vous munissez d'une carte. Oui, vous munissez d'une carte. Bon, là, ça va pas être le Maniamoun central, mais là, ça va être des pays de la Storm, que là, je vais vous montrer après que, oui, que l'on aura justement bon déterminé l'or avec lequel on démarre cette aventure. Alors, pour savoir combien cette bourse alors, ouais, voilà, vous munissez une bourse de pièces d'or. Pour savoir combien cette bourse en contient, tirez un chiffre à l'aide de la table du hasard. Ajoutez 20 à ce chiffre, vous connaîtrez le nombre de pièces d'or dont vous disposez. Bon, ça, on va le faire tout de suite. Alors, ah, ben voilà, 8. Voilà, ça c'est pas mal. Euh, donc, ouais. Donc, ouais, ouais, que je le note tout de suite. Alors, donc, ouais, plus 20. Euh, ouais, je vais te poser la question. Oui, il nous restait, dans la précédente aventure, il nous restait 6 pièces d'or. Oui, alors, oui, justement, il nous restait 6 pièces d'or. Sans compter les autres monnaies, des monnaies d'autres pays, voilà, bon, qu'on avait pu récupérer à cette occasion. Mais bon, ça, bon, on va pas se soucier là-dessus. Bon, ça, oui, il vaut mieux directement les mettre de côté. Mais pour les pièces d'or traditionnelles, du coup, j'ai demandé poser la question. Comme il en restait 6, pour savoir si on les ajoute à notre total ou si on les met de côté, si on les met de côté, si on les met de côté, oui, si on les met en réserve, voilà, oui, oui, si on les met en réserve. Sachant que là, on commence avec 28 de base, sur une limite de 50 pièces d'or, hein. Oui, sachant que oui, ouais, à titre de rappel, oui, qu'on ne peut pas emporter plus de 50 pièces d'or. Donc bon, c'est pour savoir si ces 6 pièces d'or, on les met de côté. Euh, Oui, si on les met de côté ou si on les ajoute là justement à la bourse qu'on vient de recevoir. Justement, voilà, je le laisse de côté. Bon, savoir si vous estimez que 28 pièces d'or c'est suffisant pour cette aventure, pour démarrer cette aventure ou pas. De côté, d'accord. Bon, je vais le mettre, voilà, oui, dans la rubrique, voilà, oui, objet, or et objets en réserve. On en avait 17 de côté. Bon, déjà, on fait des pièces d'or normales, comme je l'ai dit, bon, sans compter, bon, voilà, oui, sans compter les autres. Donc, bah, par conséquent, alors en rajoutant les 6 qui nous restaient de l'aventure précédente,
Les autres, je les ai déjà notés, voilà, les pièces des monnaies étrangères, je les ai déjà notées. Bon, ça, elles sont, oui, elles sont déjà de côté. Je les mets de côté parce qu'a priori, bon, celles-ci devraient pas servir pour cette aventure, donc et même dans le cas échéant, je pense qu'on devrait pouvoir en récupérer, oui, en récupérer d'autres. Donc voilà, donc maintenant ça on passe à 23 pièces d'or de côté. Voilà. Hem, donc là je mets 28. Voilà, on commence avec 28 pièces d'or, parfait. Ah, par contre aussi, oui, je vais remettre, heu, voilà notre total de départ d'endurance au maximum aussi, oui, que j'oublie pas. OK, bon, c'est bon. Alors maintenant, je pense qu'on va passer au reste de notre équipement. Heu Alors après, oui, il faut que ouais, par contre, je vérifie parce que comme ils ont dans la version française, ouais, je pense, oui, là aussi, je pense qu'ils ont gardé, ouais, ils ont gardé la liste qui était présente d'objets dans Le Héros de Minuit, donc je vais regarder sur la VO. Ouais, comme ça, vous pourrez voir en même temps vous pourrez voir même ça en même temps que moi. Heu, alors, donc ouais, c'est pour ça que je vais vous montrer la page, ouais, voilà, oui, sur la VO. Alors, voilà, si vous avez, réussi avec succès, oui, les précédentes aventures du Nouvel Ordre, vous pouvez ouais, bon, ça, c'était pour l'or. Alors, vous pouvez aussi choisir 5 objets de la liste ci-dessous, dont seulement 2 peuvent être des armes. Alors bon, sachant que pour les armes, alors je rappelle celles qu'on avait terminées, voilà, les armes avec lesquelles on avait terminé, ouais, pardon, ouais, alors oui, les armes avec lesquelles on avait terminé, le précédent livre. Alors bon, on avait l'arc, bon ça je sais qu'on y touche pas. Alors oui, notre seconde arme, c'est une lance. Donc voilà. Alors donc je rebascule. Alors bon, alors on a le choix de choisir entre là les 5 objets, entre 5 objets ou armes, là qui sont proposés ici. Alors la hache, là vous avez la hache. Bon, l'épée normale, bon ça je la propose pas puisque bon on possède déjà une épée avec notre arme Kai. Hem, donc voilà, donc alors voilà, alors bon il y a un carquois, ouais, un carquois supplémentaire. Hem bon, ouais, sachant que le carquois, oui, bon voilà, il peut servir souvent soit on l'ajoute, à votre liste d'objets spéciaux ou on peut récupérer les flèches, dessus pour remplacer celles qu'on a utilisées lors du précédent livre. Donc voilà, donc il y a le hache, bon le carquois, voilà, ouais, pour l'arc. Alors, il y a un luth, voilà, bon, voilà, oui, qui est considéré comme un objet du sac à dos. Bon, voilà, le poignard, voilà un poignard. Bon, l'arc, voilà, bon, ça, on l'a déjà. 2 repas, une corde, voilà, une corde, une potion de l'Homespoor, voilà, qui permet de récupérer 4 points d'endurance quand on s'en sert, ouais, quand on s'en sert après un combat, et un glaive. Voilà. Donc ouais, bah, c'est pour ça que je vais vous proposais alors, par contre la corde, je crois si mes souvenirs sont bons, alors je sais plus si on en a toujours une, ouais que je revérifie vite fait. Alors, ouais, que je regarde dans la liste des objets, ouais, des objets du sac à dos. Oui, on l'a, ouais, normalement on l'a toujours. Hem, alors oui, c'est pour ça que je vous montre les objets qu'on possède déjà. Bon, bah, vu qu'on possède toujours la corde, ouais, du coup, je vais pas Heu, ouais, je vais pas vous la proposer. Mmh. Oui, je vais pas vous la proposer puisqu'à a priori, on l'a toujours. Alors, bon, voilà, ça, c'est la liste des objets qu'on a avec lesquels on avait terminé la précédente aventure.
Alors bon, savoir, voilà, on avait, bon, une corde, la potion de Sévaris. Juste pour prévenir, la potion de Musto, je vais la mettre de côté puisque, oui, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'elle a le même effet que l'amélioration de la grande discipline de l'invisibilité, c'est-à-dire la possibilité de créer un nuage de fumée. Sachant vu qu'on possède déjà cette faculté avec notre grande discipline de l'invisibilité améliorée, donc je pense que ça fait un peu doublon. Donc c'est pour ça que je pense que, ouais, oui, oui, qu'il vaut mieux la mettre de côté pour faire de la place dans le sac à dos. Hem, donc voilà, donc c'est pour ça. Donc alors ça laisse, oui, la corde, ouais, la potion de Sébaris, oui, qui permet de purifier l'eau contaminée. Alors on a 2 potions de Lomspour, une flûte et il reste un repas, voilà. Donc comme ça, voilà, vous êtes informés, sur ce qui reste, donc pour ensuite, sur ce que vous voulez prendre. Alors, donc ouais, ouais, par conséquent, donc oui, je vais récapituler, oui, ce qu'on peut choisir sur le chat. Bon, vite fait, wesh, carquois, putain, alors voilà, hem, voilà, voilà, oui, voilà, comme ça, oui, vous avez la liste sur le chat. Hem, voilà, oui, là, vous pouvez choisir ce que vous voulez parmi une liste de 5. Hem, oui, enfin, oui, je veux dire, oui, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans cette liste, oui, jusqu'à un total de 5 objets, donc ah, juste une question, oui, est-ce qu'on prend une potion supplémentaire ou non? Voilà, ouais, oui, c'est juste voilà, juste la question que je voulais poser. En attendant, je vais déjà noter le reste, bon, histoire de gagner du temps. Hem, bon, il y a des trucs dans les objets spéciaux que je peux effacer puisqu'ils étaient spécifiques à l'aventure, enfin oui, parmi la liste des objets spéciaux, voilà. Que je peux supprimer puisque bon, ils serviront à rien pour cette aventure. Mmh. Par contre, oui, le médaillon en émeraude, oui, ouais, ça je crois, oui, je vais le mettre ça je vais le mettre de côté. D'accord, bon, bah, je vais faire toutes les modifications. Bon, je vais juste rajouter, ouais, je vais juste rajouter pour le carquois, hem, flèche, 6. D'accord. Alors donc ça va nous faire un total de 12, 15 flèches. De toute façon, ce que je ferai, c'est quand un carquois sera à court de flèches, bon, on pourra se débarrasser, oui, on pourra se débarrasser de ce dernier. Bon, par contre, voilà, je vais mettre de côté, oui, je vais peut-être mettre de côté le médaillon. Ouais, quoi, ouais.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on a une limite de 12 pour les objets spéciaux, même s'il y en a certains qui ne sont pas forcément inclus, oui, qui ne sont pas forcément inclus. Oui, oui, tous les objets spéciaux sont pas forcément, oui, ne prennent pas forcément une place, enfin, ne sont pas forcément comptabilisés dans l'eau. De toute façon, c'est précisé dans le texte, mais dans ce cas-là, je mettrais une étoile à côté, enfin, je mettrais une astérisque à côté du titre de l'objet spéciaux pour l'indiquer, justement. Mais bon. Là, je vais quand même, histoire de s'assurer qu'on n'ait pas besoin de balancer d'autres objets qui pourraient éventuellement nous servir qui pourraient nous servir un jour. Parce que bon, je crois qu'après, oui, le médaillon en émeraude, bon, on n'a pas, bon, voilà, bon, bon, à part que c'est un objet précieux, bon, il n'a pas de pouvoir ou d'autres caractéristiques particulières. Donc je le mets juste de côté. Donc voilà, là c'est bon. Alors arme, moi j'avais dit 6, donc ouais, ça nous fait 15 flèches. Euh, voilà. Parfait. Ok, bon, tout est bon. Alors donc ouais, donc ouais, je fais les rajouts. Ouais, voilà, oui, pour les objets du sac à dos. Alors voilà, bon. Alors le luth. Ah oui, ah oui, j'avais dit que je mettais oui, la potion de Musto, oui, la potion de Musto de côté. Hum, voilà, parfait. Hum, ouais, c'est bien les objets du sac à dos. Alors, donc, alors là, oui, la potion et le repas, ah bah, ça fait pile poil. Alors, alors, ouais, les repas. Alors, ouais, voilà, oui, que j'en mette trois, oui, qu'il y en a on en a un total de 3 repas, du coup. Mais même si on possède, bon, je vais juste, ouais, juste entre parenthèses, je vais juste préciser que même quand on possède la grande discipline de l'art de la chasse, c'est jamais inutile d'avoir, c'est pas totalement inutile d'avoir un repas en réserve parce que il peut y avoir des fois certaines circonstances où on peut pas avoir recours à la grande discipline de l'art de la chasse pour obtenir un repas, même si c'est très rare. Bon, pour être franc, mais donc c'est pour ça que des fois voilà, avoir un repas en réserve, oui, ça peut être utile. Et aussi, l'utilité d'avoir encore des repas dans notre liste des objets des sacs à dos, c'est que bon, on peut avoir des circonstances où l'on perd des objets. Bon, ça vous avez déjà pu vous rendre compte, où on peut perdre des objets de notre sac à dos. Donc, quitte à perdre des objets, autant que ça soit des objets qui ne soient pas utiles, qui ne nous soient pas utiles. Donc, voilà, des fois, on nous demande de choisir quel objet on perd. Donc, c'est pour ça que les repas peuvent servir. Oui, peuvent servir dans ces circonstances. C'est pour ça que c'est bon à savoir. Donc, ok. Alors bon, je rajoute, voilà les repas, puis après la potion. D'accord. Voilà. Plus intitulé. Parfait. Donc voilà, là on a le sac à dos plein, donc comme ça, bon, on sait déjà ce qu'on pourra jeter si on récupère d'autres trucs, mais au moins là-dessus, au moins on est tranquille. Parfait. Ok. Bon, je pense qu'au niveau des préparatifs, on a fait l'essentiel. Bon, voilà, bon, je vais vérifier vite fait. Sachant qu'à titre de rappel, bon, je vais juste relire le paragraphe vite fait concernant les armes Kai, bon, oui, pour remettre dans le contexte. Donc oui, pour avoir atteint l'ultime perfection en accédant au titre de grand maître suprême, le solitaire reçut du dieu Kai de nouveaux dons et la maîtrise de nouvelles capacités. L'une d'elles est la connaissance de l'art des métaux Kai, dont il se servit pour forger dans le secret du monastère 10 puissantes armes dotées de pouvoirs magiques. Ces armes enchantées sont réservées aux grands maîtres du second ordre, dont vous faites désormais partie. Donc bon, ça on l'a choisi dès qu'on avait commencé le 4e cycle. Il faut savoir que c'est l'arme, voilà, oui, l'arme qu'on a choisie, c'était l'épée vaillante.
enfin ou vaillance, ouais, je sais plus le nom, exact, oui, qui confère, alors, attendez, heu, voilà, oui, que je remonte vite fait. C'est-à-dire l'arme, pardon, oui, qui est listée, au numéro 5 là, oui, l'épée vaillance, oui, c'est ça. Heu, oui, il faut savoir que les armes Kai apportent un bonus de +5 d'habileté, de base et qu'elles peuvent apporter, oui, un bonus d'habileté, oui, un plus puissant oui, selon, ouais, selon des circonstances ou contre des types d'ennemis bien précis. Il faut savoir que, voilà, dans ce cas-là, bon, comme vous pouvez revoir, l'épée vaillance que l'on possède, oui, permet d'apporter un bonus de +8 ou au lieu de +5 contre les magiciens. Bon, en fait, par magicien, il faut entendre que c'est-à-dire que oui, contre les ennemis, justement qui sont des sorciers ou qui utilisent la magie, ou voilà, oui, ou des sorciers ou des utilisateurs de magie, ou bien aussi, des créatures oui aussi, bon, ce qui est pas forcément précisé, contre des créatures aussi qui ont été créées par la magie, aussi. Donc c'est vrai que de toutes les armes Kai, en règle générale, bon, c'est considéré comme celle qui est la plus utile. Bon, voilà, à titre d'info, si vous souhaitez faire vous-même, justement, oui, oui, les aventures du quatrième cycle de la série Loup Solitaire. Donc, ok, voilà. Donc, oui, on pourra reprendre. Donc, voilà, bah là, je pense que là, je revérifie. Là, mais tout est bon normalement. Voilà. Donc, on va pouvoir on va pouvoir démarrer l'aventure. Maintenant, et donc passer au paragraphe 1. Ok. Alors, l'annonce du départ, oui, paragraphe 1. L'annonce du départ du Kai en croisade a plongé le monastère dans un bouillonnement d'activité. Tout le second ordre s'est fiévreusement mis à la tâche, et les préparatifs de la marche sur Quarlen ont été achevés en 2 jours comme prévu. Au matin du troisième jour, l'ordre au grand complet s'est rassemblé en tenue de bataille sur le terrain d'entraînement. Toute l'assemblée, du plus humbles initiés au grand maître, s'est figée dans un silence de mort quand Loup Solitaire a commencé à décliner d'une voix forte une liste de noms. Un cinquième des présents devra rester pour assurer la défense du monastère, et la liste de Loup Solitaire contient les noms des 100 cailles choisis pour assumer cette tâche ingrate mais indispensable. À l'appel du grand maître suprême, ces guerriers quittent les rangs pour aller rejoindre leur poste de garde sur les tours et les remparts. Tous acceptent leur sort de bonne grâce, et vous pouvez lire sur leur visage qu'aucun n'est heureux d'avoir été choisi. Votre troupe s'ébranle peu après-midi. Loup Solitaire chevauche à la tête de la colonne, en compagnie de 9 cavaliers qui comptent, outre vous-même, vos frères, les 4 autres grands maîtres, Gwynyan le Sage, et 3 maîtres mentors qui portent fièrement l'étendard de bataille du Kai, les armes royales du Somerlund, ainsi qu'une bannière écarlate frappée des épées croisées de Vareta en l'honneur de Gwynyan. Votre longue chevauchée vers le sud offre à de nombreux Somerlundois le rare privilège de voir passer toute la force du Kai en ordre de bataille. La nouvelle de votre venue vous précède comme une traînée de poudre à travers les villes, les villages et les campagnes, et des centaines de compatriotes se rassemblent sur votre passage pour vous saluer et vous acclamer. Un temps sec et frais favorise votre progression. La colonne atteint bientôt les marches méridionales du royaume pour pénétrer dans la lointaine province du Ruanon. En moins d'une semaine, vous atteignez Casiorn, la riche cité des marchands, où des vivres frais et de confortables cantonnements vous sont prodigués par le grand échevin Cordas. Il apprend à Loup Solitaire que les armées de Vandiane ont pris le contrôle du Lyris et se massent le long de la rivière Quarl afin de poursuivre leur poussée vers l'est, menaçant Casiorn elle-même. Les mercenaires de Cordas ont établi une ligne de défense le long des berges de la rivière pour endiguer l'avance ennemie. Leur commandant, le seigneur Naturo d'Anari, attend avec impatience l'arrivée du Kai. Moins encourageantes sont les nouvelles de Vareta. La cité a enduré un bombardement cruel et sans trêve, mais ses vieilles murailles tiennent toujours debout et ses citoyens continuent stoïquement à repousser les assauts des assiégeants. Le fait que Vareta ne soit pas tombé ravive un peu le moral de Gwynyan, mais le sage lui-même n'ose espérer que la cité puisse tenir encore longtemps sans secours.
La colonne repart de Casiorn le lendemain à la première heure et prend la route de l'ouest qui conduit à Coirlen. Vous chevauchez le long de cette grande route pendant 4 journées et vous voyez augmenter le nombre de réfugiés que vous croisez. La plupart sont des Lyrisiens, mais il y a aussi des gens du Delden et de Salonie. Chassés de leur foyer par la guerre, ils ont sauvé le peu de biens qu'ils pouvaient emporter et ont franchi la Quarle pour aller s'entasser dans des campements de toile établis tout le long de la vallée fertile qui sépare les monts de Quarle et la chaîne slovarienne. Regardez bien ces gens, ordonne Loup Solitaire d'une voix sonore. Quand votre colonne passe devant leurs abris de fortune, et rappelez-vous que leur survie et la survie de milliers de leurs pareils dépend du prompt succès de notre croisade. Rendez-vous au 207. Par contre, juste avant, oui, je vais vous montrer la carte qui n'est pas présente dans la version française, puisque là, à partir du volume 23, les héros de minuit, ils ont su créer à la fois toutes les cartes et les illustrations qui étaient présentes dans la VO, histoire de faire de bases économies, a priori. Euh, mais bon, au moins, voilà, comme les livres de la VO sont disponibles en ligne gratuitement, donc je peux vous les montrer. Oui, je peux vous la montrer. Voilà. Voilà, vous avez là ici, oui, affiché la carte des pays de la Storn, les Stornlands. Alors vous voyez, pour vous indiquer, là on indiquait qu'on est près de la cité de Casiorn. Alors là vous voyez là avec le curseur de ma souris là sur le côté droit, vous voyez là c'est Casiorn, la ville qui est le plus là qui est à l'est, là la grande ville ici à l'est. Bon, sachant que là on est ici à la frontière du Sommerlund. A priori là on voit avec Ruanon justement. Et là, vous voyez, oui, oui, on appelle les pays de la Storm puisque ce sont plein de micro-États des principautés, oui, oui, qui sont éclatés. Oui, justement, c'est tout un territoire qui est éclaté en une multitude de petites principautés. Là, vous voyez, oui, on parle de la ville de Quarlen. Là, ici, justement, là, avec le fleuve, voilà, avec le long, là, ici, avec le fleuve de la Quarle, enfin, oui, la rivière, la Quarle, là, la Quarle qui passe ici. Et là, oui, vous voyez avec les autres pays, notamment la Slovie, là vous voyez, là ici au sud-est, ouais, là ici vous avez le pays de la Slovie, là dont on vous a parlé. Euh, et là, oui, donc, oui, on va donc le but c'est d'essayer de lever le siège, là vous voyez de Vareta, là que vous voyez là au centre, là un peu au nord, là au centre, là, ici, voilà, oui ici Vareta, là qui correspond, là ici tout ce territoire, oui au Lyris, puisque bon le Vareta est la capitale, oui la capitale du Lyris. D'ailleurs, à titre de précaution, enfin non, à titre d'information, excusez ce lapsus, il faut savoir que là, c'est un territoire qu'on a eu l'occasion, enfin que oui, Loup Solitaire a eu l'occasion de traverser, oui, principalement dans deux aventures, oui, à savoir la pierre de la sagesse, pardon, oui, qui était le 6e volume de la série, et l'autre livre dont je vous avais parlé tout à l'heure, La Porte d'Ombre, le 18e livre de la série, oui, qui sont deux livres qui se passaient principalement, enfin, oui, ou du moins, oui, Loup Solitaire, justement, traversait la plupart de ces territoires. Donc là, c'est un peu, plus ou moins un retour aux sources, on va dire. Ouais, oui, parce que notamment, par exemple, oui, avec la ville de Vareta, bon, oui, qui avait, oui, dans les deux cas, oui, que Solitaire avait plus ou moins traversé de long en large dans le 6e volume, mais bon, un peu moins dans le 18e, là, dans la Porte d'Ombre. Voilà. Alors bon, vous voyez au sud, oui, vous avez la Salonie, là, avec l'État, avec la ville d'Amaury, oui, où c'est pareil, où Loup Solitaire avait eu affaire, oui, aux nobles dégénérés, oui, qui régnaient sur cette ville, oui, à savoir le seigneur Roark, bon, qui était le disciple du démon Tagazin, oui, justement, qui était un des principaux, un des principaux démons des ténèbres. Oui, 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 auquel Loup Solitaire a eu affaire oui, à plusieurs reprises au cours de ses aventures. Voilà. Ouais, avec la Salonie, oui, principalement avec les villes d'Amaury et de Rem. Euh, Après, voilà.
Oui, voilà, ensuite, après, vous avez au nord-est, là, le Magador, dont on vous a parlé, là, tout à l'heure. Là, vous voyez, là, au nord-ouest, là, ici. Ensuite, au sud, là, vous avez, voilà, le royaume de Delden, là, qui correspond, là, le premier qui avait été envahi par, là, les troupes de Vandian. Et ensuite, là, ouais, avec les gros objectifs, c'est-à-dire l'aile de nord, là, voilà, là, oui, le royaume, oui, oui, dont Vandian, oui, dont a pris le contrôle après avoir succédé au prince Luta, comme je vous avais dit en introduction, avec Duadon. Donc voilà, a priori, ça sera là l'objectif final de cette aventure, voilà, avec oui, la capitale de Duadon, là que vous voyez ici, là au sud-ouest, là où je mets là le curseur de la souris, de ma souris, voilà. Voilà, comme ça, oui, vous avez le contexte qui est posé. Donc oui, on va pouvoir reprendre oui, la lecture du texte. Donc, bah, par conséquent, oui, on va se rendre au paragraphe 207. Alors, donc, 4 jours après avoir quitté Casiorn, peu après midi, la colonne atteint les abords de Quarlen. Nombre des régiments mercenaires d'Anari, de Firalond et de Kakouche ont établi leur campement autour des murailles d'enceinte de la ville, et ils vous accueillent par de vibrantes clameurs dès que leurs sentinelles reconnaissent votre étendard. Loup solitaire les salue en retour et franchit la porte orientale de la cité avant d'engager la colonne dans une large rue descendant vers la Quarle. À son signal, votre troupe fait halte sur une vaste place, puis met pied à terre dans un ordre impeccable. Cette rivière est proche d'un large pont de pierre qui enjambait la rivière il y a encore peu, avant qu'on ait détruit son tablier central pour faire obstacle à l'ennemi. 3 officiers anariens arrivent à pied et prient Loup Solitaire et Guignan de les accompagner jusqu'à une taverne proche où le seigneur Naturo, commandant des mercenaires, a établi son quartier général. Loup Solitaire s'apprête à les suivre, mais avant de s'éloigner, il vous donne l'ordre ainsi qu'aux autres grands maîtres de veiller à ce qu'hommes et chevaux soient convenablement logés dans les bâtiments qui bordent la place. Moins d'une heure plus tard, la consigne ayant été exécutée, vous vous installez dans votre propre cantonnement, lequel consiste en une pièce que vous partagez au-dessus de l'échoppe d'un tailleur avec un des autres grands maîtres, votre ami étoile scintillante. Vous êtes sur le point de partager une petite collation quand un messager vient interrompre vos préparatifs culinaires en annonçant que tous les grands maîtres maniacailles sont convoqués à la taverne du Pont des Tonneaux, le quartier général du seigneur Naturo. Voilà. Dès votre entrée dans la grande salle de l'auberge, Loup Solitaire vous présente avec vos camarades au chef des mercenaires et à ses capitaines. Un conseil de guerre se tient sans plus tarder, et Loup Solitaire établit avec Naturo les listes des régiments qui doivent passer sous commandement Kai. Puis il tend ces listes à Étoile Scintillante et aux autres grands maîtres, en leur disant d'aller distribuer leurs affectations au Kai. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas reçu une de ces listes, mais, alors que vous leur emboîtez le pas pour sortir de la taverne, Loup Solitaire vous demande de rester. Et vous ne tardez pas à connaître la raison pour laquelle on ne vous a donné aucun commandement. Rendez-vous au 227. Lorsque les autres grands maîtres ont quitté la salle de l'auberge, Loup Solitaire vous annonce que Guignan et lui-même ont une mission importante à vous confier. Vos agents à Duadon, la capitale d'Eldenor, ont confirmé que les runes d'Agarash se trouvaient bien dans la citadelle de la ville, la terrible forteresse de Skulltor. Ils veulent que vous vous infiltriez seul jusqu'à Duadon et que vous entriez en contact avec les agents de Guignan qui connaissent un passage secret pour entrer dans la forteresse et vous aideront à vous y introduire. Une fois à l'intérieur, vous devrez trouver et détruire les runes aussi vite que vous le pourrez. Après quoi, les mêmes agents vous feront sortir de Duadon pour vous conduire en lieu sûr. C'est une mission très périlleuse, grand maître, vous prévient gravement Loup Solitaire. Mais il faut l'accomplir si nous voulons débarrasser les pays de la Storm de Vandian et de ces maudits Vorkas. C'est l'unique clé de la victoire. Tu as amplement prouvé ton courage et ta compétence au cours de ces derniers mois, et je ne te tiendrai pas rigueur si tu décidais de refuser. Mais entre tous les Kai, je sais que toi seul possèdes assez de force intérieure et de résolution pour mener à bien cette tâche capitale. Alors réfléchis bien, grand maître, et dis-moi si tu acceptes cette mission. Vous ne pouvez vous empêcher de frissonner intérieurement à la perspective de vous aventurer à des centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies pour entreprendre une si périlleuse quête.
Mais avoir été choisi entre tous pour la réaliser est un honneur assez grand pour vous faire oublier toute peur. Et c'est d'une voix ferme que vous déclarez « J'accepte, monseigneur ». Guignan, Naturo et l'ensemble des capitaines mercenaires laissent échapper un soupir de soulagement, tandis que Loup Solitaire se contente de sourire en hochant la tête. Il en soit ainsi, grand maître. La route qui t'attend est certes semée d'embûches, mais je ne doute pas que tu sauras les surmonter. Après vous avoir salué et souhaité bonne chance, le seigneur Naturo et ses officiers quittent la taverne pour aller superviser le passage de leurs troupes sous commandement Kai. Restez seul avec vous, Loup Solitaire et Guignan vous conduisent dans une pièce adjacente afin de vous donner de plus amples informations. Avec l'aide d'une carte des pays du Storn, Guignan vous montre que la rivière Quarl est le chemin le plus court vers Duadon. Vous devrez descendre la rivière en bateau jusqu'au confluent de la Quarl et du grand fleuve Storn, à proximité de la ville de Tekaro. Là, de présence nuitamment, vous devrez passer sur la rive ouest du Storn, abandonner votre embarcation pour continuer à pied à travers la forêt de Grotchod. Loup Solitaire vous avertit que vous serez alors sur le territoire d'Eldenor et que tous les gens et créatures que vous pourrez rencontrer dans cette forêt seront probablement hostiles. Sous le couvert des arbres, vous remonterez vers le nord jusqu'aux abords de Duadon. Les portes de la cité sont sans aucun doute, les portes de la cité sont sans doute bien gardées, et vous devrez vous débrouiller pour entrer sans être vu. Une fois à l'intérieur de Duadon, poursuit Guignan, dirigez-vous vers la rue des Flancs. Vous y trouverez un atelier vinicole, une tonnellerie tenue par un homme du nom d'Ulsta et sa femme Delissa. Ce sont mes agents et je réponds de leur loyauté. Ils attendent l'arrivée d'un guerrier Kai et vous ferez connaître d'eux par ces mots un tonneau de chêne du Sommerlund. Ça, je vais le noter au cas où, parce que ouais, ça risque peut-être d'être utile. Bon, après, je me souviens plus exactement, mais bon, au moins, ouais, c'est de l'avoir, voilà, ouais, c'est de le mettre dans nos notes. Hum, voilà. D'accord, bon, parfait. Oui, voilà, que je vous montre après, oui, sur la carte vite fait, vous voyez le parcours. Alors ouais, donc ouais, vous comprenez que ouais, on va devoir ouais, voilà, ouais, partir de la ville, oui, la ville de Quarlen, là que vous voyez avec le curseur. Voilà, pour se rendre à Tekaro, là vous voyez, là descendre vers le sud. Là oui, pour se rendre à Tekaro. Ouais, puis ensuite la traversée, là ici, là, vous voyez la Storn, là pour rejoindre la forêt là de Grotchod. Là que vous voyez, là, oui, vous voyez là ici, là vers le sud. Ouais, pour ensuite remonter là vers Duadon. Là, voilà notre objectif final. Voilà, comme ça, vous avez, oui, vous avez un aperçu là du périple qui nous attend. Donc je reprends. Assurez-vous de prononcer exactement ces paroles, car ils ne répondront à aucune autre. Ulsta vous montrera comment entrer dans Skultor, où vous devrez localiser et détruire les runes aussi vite que possible. En brisant ces pierres runiques, vous tarirez la source du pouvoir qui permet aux Vorkas d'exister et les armées vaudites de Vandian tomberont en poussière. Dès lors, nous serons capables de briser le siège de Vareta et de balayer tous les Eldenoriens qui oseraient encore s'accrocher au sol du Lyris. Rendez-vous au 102. Alors, la réunion achevée, Guignan et Loup Solitaire vous conduisent à l'arrière de l'auberge dans une chambre où des vêtements et quelques objets vous attendent. Loup Solitaire vous dit d'ôter votre home, et votre armure de bataille pour revêtir la tunique, les braies et le manteau vert de simples voyageurs cailles qui sont posés sur le lit. Ne regrette pas ton armure, elle ne ferait que t'encombrer
et te désigner à l'ennemi. Je ne connais pas de tenue plus efficace que celle-ci pour voyager en toute discrétion, et observer loup solitaire en refermant la broche de votre manteau sous votre cou. Et crois-moi, pour arriver sain et sauf à Duadon, la discrétion sera, avec Aïchir, ta meilleure protection et ton allié la plus sûre. Aux vêtements échangés, on vous laisse vous attabler devant un repas. Puis, après avoir recommandé de ne pas sortir de la pièce avant minuit, où vous entamerez votre mission, Loup Solitaire et Guignan vous souhaitent bonne chance et prennent congé pour vous laisser vous reposer. Vous parvenez à grappiller quelques heures d'un sommeil tendu avant que Guignan ne vienne vous réveiller peu avant minuit. Le vieux sage vous fait sortir de la taverne par une porte de derrière et vous descendez à sa suite jusqu'à la berge de la rivière où vous trouvez, amarré à une barge, un petit voilier tout vermoulu et rongé de vermine. À première vue, le frêle esquif semble positivement hors d'état de naviguer, mais en l'inspectant de plus près, vous découvrez que cet aspect n'est que le fruit d'un habile camouflage, réalisé à l'aide de planches pourries et de lambeaux de toile pour lui donner l'apparence d'une épave. À bord, vous trouverez 2 bons avirons et une réserve de nourriture et d'eau suffisante pour votre voyage jusqu'à Tekaro. Guignan largue enfin la mare et vous souhaite une dernière fois bonne chance, tandis que le courant vous emporte doucement dans la nuit. Les eaux de la Quarle sont assez rapides pour vous épargner d'avoir recours à la voile ou aux avirons, et vous vous contentez de garder une main sur le gouvernail pour vous maintenir dans le courant qui vous emporte vers l'aval. Lorsque le jour se lève et vous permet d'évaluer votre position, vous constatez avec satisfaction qu'à l'allure où vous progressez, il ne devrait pas vous falloir plus de 3 jours pour atteindre Tekaro. Première journée de voyage se déroule sans encombre, dans une quiétude bucolique qui vous laisse tout loisir d'apprécier la beauté des campagnes fertiles qui bordent la Quarle. Mais le deuxième soir, vous voyez se profiler dans le lointain ce qui ressemble fort à de premiers ennuis. Au détour d'une courbe de la rivière, vous découvrez dans le crépuscule naissant la silhouette d'un pont de pierre qui se dresse à un peu plus d'1 kilomètre en aval. Il est illuminé par des rangées de torches fixées à ses parapets et des hommes d'armes postés à chacune de ses extrémités. Un coup d'œil sur votre carte vous indique que ce pont passe sur la route qui relie les villes de Weld et de Tido. Oui, de Vold et de Tido. Magnifiant votre vision, vous notez que les soldats portent des pourpoints de cuir clouté et des aumes coniques frappés du cercle et de l'étoile d'Eldenor. Pour votre malheur, une sentinelle aux yeux d'aigle postée au milieu du pont aperçoit votre bateau et alerte ses camarades qui s'alignent aussitôt le long du parapet en bandant leurs arcs. L'un d'eux pousse un sifflement aigu à l'intention d'un deuxième groupe en marche sous les frondaisons des arbres qui bordent la rive droite. Vous blêmissez en voyant surgir à découvert les membres de cette troupe, les Vorkas. Semblables à d'énormes lézards, ces créatures se meuvent avec une sinistre grâce. Un feu glacé brûle au fond de leurs cruels yeux en amande, et leur corps écailleux est accoutré de débris hétéroclites, d'armures prises sur l'adversaire. Cuirasses bosselées, plastrons de cuir moisi ou côtes de mailles déchirées. Comme votre embarcation se rapproche du pont, vous voyez les Eldonoriens s'apprêter à tirer une première volée, et que l'extrémité de certaines de leurs flèches sont entourées de rouleaux d'étoupe huileuse qu'ils ont enflammés. Vous cherchez fiévreusement un moyen d'échapper à ces malencontreux archers et à leur cohorte de Vorkas, mais seuls les bois qui couvrent la rive gauche du cours d'eau semblent libres de toute présence ennemie. Si vous souhaitez virer vers la rive gauche pour vous dissimuler sous les arbres, rendez-vous au 149. Si vous voulez défier les archers eldonoriens, vous pouvez laisser votre barque poursuivre sa route vers le pont. Rendez-vous au 313. Alors donc, oui, vous avez le choix, le premier choix de cette aventure qui se présente à vous. Alors, soit avec le bateau, on souhaite virer vers la rive gauche pour nous dissimuler sous les arbres, ou soit on défie les archers eldonoriens en laissant notre barque poursuivre sa route vers le pont. Rendez-vous au 313. Oui, voilà, donc c'est le choix qui se présente, les 2 choix qui se présentent à vous. Voilà, ouais, soit on essaye de se dissimuler, de virer, de changer de trajectoire pour se dissimuler sous les arbres, ou on essaye de passer de force sous le pont. Voilà.
Dissimulé, d'accord. Voilà, bon, je vérifie juste. Voilà un petit détail, oui, parce que bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas les illustrations de la version française, donc je vérifie que j'en ai pas oublié jusque-là. Bon, il semble pas que ce soit vraiment le cas. Ah, si, oui, je vais vous montrer brièvement, mais c'est une petite illustration. Voilà. Avec le pont en question, là, vous voyez ici, avec notre embarcation en haut, là, la petite illustration, plus le pont, là, voilà, avec le pont que l'on doit, avec le pont là, que l'on doit franchir en dessous. Voilà. Donc, bah, par conséquent, oui, donc, oui, donc on va se rendre au paragraphe 149. Ok. Bon. Hop, alors, paragraphe 149. Braquant le gouvernail, vous dirigez le canot sur la rive gauche et vous le laissez achever sa course dans une brève embardée, la quille plantée dans la vase de la berge. Un nouveau sifflement aigu prévient les vorcasses qui se précipitent aussitôt vers le pont. Grâce à vos talancailles de camouflage, vous parvenez à vous glisser hors de la barque et à vous faufiler sous le couvert des arbres sans être vus. Tapis dans le sous-bois, vous voyez les sauriens traverser le pont et remonter la barge vers votre embarcation en bondissant sur leurs puissants postérieurs. Leurs yeux cruels luisent d'un éclat blafard sous le clair de lune, et un frisson vous parcourt l'échine à la vue de leurs énormes crocs scintillants. Vos Sky vous préviennent que ces prédateurs millénaires sont de redoutables chasseurs doués d'un flair très aiguisé. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'invisibilité, rendez-vous au 194. Sinon, rendez-vous au 70. Bon, ben par chance, donc oui, on possède la grande discipline de l'invisibilité. Donc oui, on va pouvoir se rendre au 194. Donc, alors, paragraphe 194. Vous déployez votre maîtrise Sky euh, afin de masquer votre odeur corporelle lorsque les premiers vorcasses de la meute déboulent entre les arbres à quelques pas de votre cachette. Ils se précipitent sur le canot et ne font que quelques bouchées de la réserve de provisions qui se trouve sous un pan de toile. Les quelques traînards, arrivés trop tard pour participer au festin, passent leur fureur sur la pauvre embarcation avec une sauvagerie qui vous laisse pantois, la réduisant à l'état de brindille en moins d'une minute. Retenant votre souffle, vous regardez les monstrueux reptiles repartir vers le pont et le traverser en sens inverse pour regagner l'autre rive. L'incident semble avoir excité les soldats eldenoriens dont les rires et les jurons tonitruants résonnent haut et fort dans la nuit, et vous jurez sage d'attendre que le calme soit revenu pour quitter votre cachette. Pendant ce temps, vous devez prendre un repas ou perdre 3 points d'endurance. Restant caché, vous ne pouvez recourir à la grande discipline de l'art de la chasse pour vous procurer de la nourriture. Rendez-vous au 211. Ah ben comme quoi, ouais, ça montre qu'on a bien fait de prendre un repas. Ouais, en plus je me souvenais même pas de ce passage. Je vous avez dit qu'il y avait quelques rares circonstances où on ne pouvait pas se servir de la grande discipline de l'art de la chasse pour remplacer les repas. Ah ben là, oui, là on est justement un de ces rares cas de figure. Donc, ouais, comme quoi, là, ouais, pour le coup, là, oui, vous avez été bien inspiré. Bon, il nous restait certes un repas de notre précédente aventure, mais quand même. Donc, ouais, là, pour le coup, vous avez été bien inspiré. Là, ouais, de choisir de prendre, là, ouais, ouais, d'embarquer, enfin, ouais, ouais, d'emporter des repas pour cette aventure. Ok, donc, alors, donc, bon, déjà, voilà, on retire un repas. Alors, donc, voilà, donc sur les trois qu'on avait, donc voilà, j'en retire un. Donc, voilà, parfait. Donc bah, rendez-vous au paragraphe 211. Restant sous le couvert des arbres, vous contournez les abords du pont avant de revenir longer la rivière en descendant vers le sud. Euh, Après avoir mis une petite dizaine de kilomètres entre l'ennemi et vous, vous vous arrêtez pour dormir quelques heures dans la confortable ramure d'un grand chêne. La nuit s'écoule sans incident et vous êtes réveillé à l'aube par les trilles endiablées des oiseaux des bois. Teintés d'or et de roux,
La végétation automnale s'est suffisamment éclaircie pour vous laisser apercevoir le ruban gris d'une piste forestière qui court parallèlement à la rivière. Un léger mouvement attire votre regard tout au bout de cette piste, et en augmentant votre acuité visuelle, vous distinguez 3 cavaliers arrivant du sud. 2 d'entre eux portent l'uniforme du corps des éclaireurs d'Eldenor. Mais le troisième, vêtu d'une tunique écarlate et noire, les couleurs de l'armée slovienne, désarmé et les mains liées, semble être un prisonnier de guerre. Soucieux du retard que risque de prendre votre mission du fait de la perte de votre canot, vous décidez d'y remédier en tendant une embuscade à ces cavaliers ennemis pour vous emparer de leurs chevaux. Sous le couvert des arbres qui bordent la piste, vous les laissez arriver à votre hauteur avant d'ordonner mentalement à leur monture de s'immobiliser en utilisant de vos pouvoirs de contrôle animal. Obéissant à la perfection, les chevaux ralentissent et s'arrêtent, refusant de faire un pas de plus en dépit des furieux coups de cravache de leurs cavaliers. Sans un bruit, vous tirez votre arme, caille du fourreau, et, dès que les Eldenoriens ont mis pied à terre, euh, vous jaillissez d'un bond de votre cachette et vous leur tombez dessus comme la foudre. Éclaireur Eldenorien, habileté 34, endurance 34. L'effet de surprise jouant en votre faveur vous autorise à ne tenir aucun compte des éventuelles pertes de points d'endurance que vous pourriez subir au cours des 2 premiers assauts. Si vous êtes victorieux, rendez-vous au 156. Donc, ouais, par conséquent, on va passer en mode combat. Bon, déjà, voilà, bon, je vais le noter. Alors, ouais, déjà, je vais faire un copier-coller, oui, avant de passer sur l'appli. Euh, alors, combat, voilà, rubrique combat. Alors, bon, alors, ouais, si mes souvenirs sont bons, ouais, oui, que je vérifie. Alors, ouais, ils ont à la fois, oui, 34 points d'habileté et aussi 34 d'endurance, bon, pareil. Donc ouais, je fais coller, éclaireur Eldenorien. Alors, ouais, 34, 34. Alors, bon, alors que je fasse les calculs, bon, le plus 13, ça tient en compte du fait d'utiliser à la fois notre arme caille et la grande discipline du foudroiement psychique à pleine puissance. Alors, ouais, je vais essayer de voir si on peut. Alors, bon, je rajoute, ouais, donc, ouais, avec les 37 de base. Alors, donc, ouais, on rajoute avec l'arme caille, ça fait 42. Donc, ça donne déjà plus 8 de base. Et donc, bah, je pense qu'on n'a même pas besoin d'utiliser à fond le foudroiement psychique. Oui, on peut utiliser, je pense, oui, du coup, avec la puissance atténuée du foudroiement psychique, ça permet d'avoir 4 points d'habileté. Oui, quand même, 4 points d'habileté supplémentaires, ce qui sera suffisant pour avoir le coefficient d'attaque le plus élevé possible, parce que bon, sachant que on obtient le coefficient, enfin oui, on atteint le bonus d'attaque, enfin oui, la tranche de coefficient d'attaque la plus élevée possible à partir oui, quand on dépasse quand on dépasse l'habileté de notre adversaire de 11 points, ce qui va être le cas ici. Donc, alors donc c'est pour ça que je fais le calcul avec les 37 de base plus les 5 points d'habileté avec notre arme caille. Ouais, ça fait basculer à 42 plus les 4 points de la puissance psychique. Du coup, ça fait à 46 normalement. Attendez, ouais, je rajoute 13. Bon, déjà, voilà, bon, je soustrais. Ah ouais, le bonus. Alors, bon, déjà, voilà, bon, je rajoute. Alors, ouais, ça va calculer automatiquement. Déjà, voilà, ouais, voilà, avec les 5 points de bonus de l'arme caille. Plus, je rajoute les 4 de la puissance psychique. Donc, voilà, ça fait monter notre habileté à 46. Et donc, comme je vous dis, c'est largement suffisant parce que là, on a 12 points d'habileté de plus que notre adversaire. Donc là, on a le maximum d'avantages possible contre lui. Donc, ouais, c'est parfait. Ouais, je vais juste par contre. Ouais. Oui, attendez un petit instant. D'accord. Donc, oui, je passe à l'écran.
Voilà, oui, à l'écran de combat. Ah oui, par contre, ouais, du coup, oui, ça, oui, excusez-moi, ouais, ça a effacé. Hem, ouais. Voilà, bon, là, je pense que tout est bon. Allons-y. Voilà, juste un instant. Oui, si c'est ouais, oui, si ça voulait pas, oui. D'accord. Allons-y. Donc on lance le dé. Ça devrait être rapide, a priori, vu l'avantage qu'on a, vu qu'on a force d'attaque de plus 12. Alors je lance le dé. Ah, 1. Ah, donc, oui, bah, heureusement qu'on perd pas de points d'endurance, parce que là, on commence avec le plus mauvais score possible. Donc, voilà, je vais montrer. Euh, voilà, ouais, sur la table des coups portés. Alors là, vous voyez, là, on est sur, là, tout à droite. Tout à droite, là, tout en haut à droite, là, ouais, avec le coefficient plus 11 ou supérieur. Oui, le quotient d'attaque. Ouais, vous voyez, bon, là, bon, l'ennemi perd 9 points d'endurance. Et nous, on était censé perdre 3 points, mais comme c'est précisé dans le texte, grâce à l'effet de surprise, on ne perd pas de points d'endurance pour les 2 premiers assauts. Donc oui, on va se contenter de faire perdre à l'ennemi, enfin oui, voilà, on va profiter pour faire perdre à l'ennemi 9 points d'endurance, tout voilà, en sortant, pardon, sans égratignure. Euh, je vérifie juste que dit le texte, oui, pendant les 2 premiers assauts, d'accord. Bon. Alors donc, voilà, je mets, voilà, ouais, je mets dégâts. 9, 0 pour l'ennemi. Donc, ouais, vous voyez, là maintenant il reste plus que 25 points d'endurance. Donc maintenant, lançons le dé. Maintenant pour passer au second assaut. Ah, oh, oui, excusez-moi, oui, j'ai pas. Voilà, oui, j'ai affiché. Ah. Alors là, vous voyez, là on a fait un 6. Là, bon, c'est vrai que là, bon, là j'ai rebasculé sur l'écran un peu tard. Là, juste au moment où le lancer de dés se faisait, mais là, vous voyez, vous avez 6. À cette fois-ci. Alors donc maintenant, voilà, de voir à quoi ça correspond. Alors 6. Alors 6. Alors ouais, ça signifie que l'ennemi, alors là vous voyez, 6, 16 points d'endurance. En temps normal on perdrait un point d'endurance, mais là c'est pas le cas. Donc ouais, on va rajouter la perte des 16 points d'endurance tout de suite. Donc voilà, je le note. 16. Alors il leur reste 9 points d'endurance. Donc bon, bah, voilà, maintenant on passe au troisième assaut. 4. Bon, c'est pas fifou. Même si je pense que ça devrait, ça devrait les tuer, ça devrait être suffisant pour les tuer. Mais par contre, ouais, je pense qu'on devrait perdre quand même oui, quelques petits points d'endurance. Ouais, c'est un peu dommage que là que les dés pour ce combat n'ont pas été optimum ouais, au niveau des scores. Mais bon, voilà, c'est la malchance, comme on dit. Alors, oui, qu'on vérifie. Alors, la table. Alors, 4. Alors, 4, ça veut dire 12 points d'endurance, et nous, on en perd 2. Donc, d'accord.
Ouais, voilà, oui, vous voyez avec le curseur de ma souris. Donc, bah, c'est bon, ouais, normalement, là, on les a vaincus. Voilà, comme ça, oui, du coup, oui, je vais pouvoir... Voilà, couper la musique aussi au passage. Bien, puisque le combat est terminé. Bon, voilà, je mets juste pour le 12. Alors, ouais, j'avais dit... Oui, ouais, j'avais dit qu'on perdait 2. Ouais, c'est ça. Donc, d'accord. Alors, oui, je note 2 pour nous. Donc, bon, ça nous retire 2 points d'endurance. Il nous en reste 43. Bon, ça va, voilà, ça va. Ouais, ça pourrait être pire. Donc, voilà, bon, on est revenu ouais, sur l'écran normal. Donc, voilà, les modifications sont déjà faites. Donc, on peut, oui, continuer la suite du texte un petit peu. Oui, juste pour prévenir, je pense que j'arrêterai juste un peu avant minuit, histoire de compenser un peu le fait que, bon, que j'ai démarré tard, bon, à cause des petits, bon, voilà, petit imprévu que j'ai eu avant de faire le live, bon, comme j'avais dit sur le Discord tout à l'heure. Bon, voilà. D'accord. Alors, donc oui, donc alors ils disent, si vous êtes victorieux, rendez-vous au 156. Donc on va le faire tout de suite. Ah bah justement, en plus, vous aurez le droit à une illustration sur ce paragraphe, je viens de vérifier. C'est pour ça que je vous montrerai une fois que j'aurai fini de le lire. Alors voilà. Aïchir soit loué, mes prières ont été entendues, s'écrie le prisonnier slovien, fou de joie, une fois que le dernier de ses ravisseurs s'est effondré sous vos coups impitoyables. Enjambant leur cadavre, vous vous approchez de lui et vous tranchez les liens qui entravent solidement ses poignets. Mille merci, messire, vous lance-t-il avant de sauter à terre, et de vous offrir une vigoureuse poignée de main. Le visage marqué par l'épreuve, fendu d'un large sourire. Je m'appelle Rufus. Ces maudits Eldonoriens m'ont capturé dans la plaine à l'est de Tekaro, il y a 2 jours. On m'avait laissé en arrière pour espionner leurs mouvements pendant que mon régiment se repliait sur Sventina. En tout cas, nous avons quelque chose en commun, vous et moi. Nous opérons tous deux derrière les lignes ennemies, pas vrai? Sur ce, le jovial Slovien vous aide à dissimuler les cadavres des Eldonoriens sous d'épais fourrés et il vous demande si vous êtes un mercenaire de Casiorn. Quand vous lui répondez que vous appartenez à l'ordre du Kai, il vous fixe bouche bée, les yeux écarquillés de stupéfaction. Un seigneur Kai? Ici, en Slovie? Aïchir soit loué. Peut-être allons-nous gagner la guerre, après tout. Vous avouez à Rufus que vous êtes en mission secrète et que vous devez rejoindre le fleuve Storn près de Tekaro aussi vite que possible. Il vous offre spontanément son aide, mais vous avertit que la cité de Tekaro est aux mains des Eldonoriens. Leurs soldats occupent la ville et des milliers de Vorkas campent à l'extérieur de ses murs. L'ennemi utilise Tekaro comme base de regroupement pour envoyer des renforts aux unités qui combattent dans la plaine slovarienne et le long de la rivière Sven, si bien que toute la région grouille de patrouilles qu'il vous sera difficile d'éviter en allant vers la Storn. En attendant, Rufus suggère que vous endossiez l'uniforme d'un des Eldonoriens euh, que vous avez abattu et que vous fassiez route ensemble vers Tekaro, lui-même faisant mine d'être votre prisonnier. Son oncle vit dans la forêt près de la rivière Quarl, et c'est là qu'il voudrait aller maintenant qu'il est libre. Jugeant son plan plutôt judicieux, vous échangez votre tenue de voyageur Kai contre l'uniforme d'un des éclaireurs morts. Vous rangez vos équipements dans votre sac à dos où ils prennent la place de 2 objets normaux. Si votre sac est déjà plein, vous devrez donc vous débarrasser de 2 objets pour pouvoir emporter votre tenue Kai. Bon, bah ça, on va le noter tout de suite. Bien, bien, bien. Donc, ouais, bah, je propose justement, ouais, bah, pour le coup, de se débarrasser, vu que, oui, là, on est obligé de faire la place parce qu'on a 9 objets dans notre sac à dos. Donc, ouais, par conséquent, donc, vu qu'il me reste 2 repas, bon, je pense pas quand même qu'on sera toujours dans les circonstances à devoir zapper ces derniers. Donc, je pense qu'on peut, oui, oui, voilà, on peut s'en débarrasser d'un. Voilà, ce que je vous propose. Là, pour mettre la tenue Kai, oui, pour mettre la tenue Kai à la place. Bon,
Et voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon, voilà, reprenons. Pardon. Ainsi vêtu, vous montez sur un des chevaux eldonoriens et, suivi de Rufus, vous prenez la piste forestière vers le sud, en direction de Tekaro. Rendez-vous au 261. Moins d'une heure plus tard, vous atteignez un carrefour où la piste quitte la forêt pour rejoindre la grande route qui relie Tido à Tekaro. Cette longue route, cette route longe l'étendue apparemment infinie de la plaine slovarienne, une verdoyante prairie qui s'étale à perte de vue. Inquiet d'une présence ennemie, vous scrutez cet océan d'herbes ondulantes, mais vous n'apercevez que quelques chevaux sauvages. Dans la direction de Tekaro, vous chevauchez à bonne allure. Tandis que la matinée s'écoule, Rufus vous parle des batailles qui se sont déroulées dans la plaine au cours des dernières semaines. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer l'illustration, je vous avais parlé tout à l'heure, mais... ouais, juste avant de continuer, oui, veuillez m'excuser. Euh, Voilà, ouais, c'était au paragraphe 156. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, vous voyez l'illustration en question. Justement, voilà, avec le prisonnier slovien, là, le Rufus, là, le fameux Rufus. Voilà, oui, qu'on a délivré. Voilà. Ok. Heureusement que oui, je m'en suis rappelé. Ouais, sinon, ça aurait été dommage quand même. Donc, tandis que la matinée s'écoule, Rufus vous parle des batailles qui se sont déroulées dans la plaine au cours des dernières semaines. Euh, c'est une terre de cavaliers, commande-t-il. Combattre ici, c'est comme faire la guerre à haute mer. Rapidité de mouvement et force de frappe sont les clés de la victoire. Nous autres, Sloviens, nous sommes de fameux cavaliers et guerroyer ne nous fait pas peur. Ainsi, nous sommes longtemps restés les maîtres de ce pays. Nos généraux se faisaient fort de balayer la lourde infanterie eldonorienne dès qu'elle oserait s'avancer dans la plaine, mais nous n'avions encore jamais affronté les Vorkas. Cela a été notre perte. Ces démons peuvent courir aussi vite que des loups affamés, et ils ont la puissance de chevaliers en armure. Ah, si seulement nous avions connu un moyen de les anéantir. Rufus vous interroge sur votre mission, et vous préférez avec sagesse n'en révéler aucun détail. Ce n'est pas par manque de confiance, lui expliquez-vous avec sincérité, mais il vaut mieux que vous ne sachiez rien. Les Eldonoriens n'hésitent pas à torturer leurs prisonniers. Si, par malheur, vous devez être à nouveau capturé, ils ne pourront pas vous faire avouer ce que vous ignorez. Au cours de l'après-midi, vous croisez plusieurs cavaliers eldonoriens faisant route vers Tido. Quelques-uns crachent au passage une bordée d'insultes à Rufus, mais aucun ne vous retarde ni ne tente de vous arrêter. À la tombée du soir, vous atteignez un nouveau carrefour où une piste poussiéreuse venant de l'ouest rejoint la route. Rufus vous informe que ce chemin conduit à la cabane de son oncle dans les bois. Aussi quittez-vous la route pour le suivre. 5 kilomètres plus loin, vous arrivez devant un monticule de pierre coiffé d'un mât en bois arborant un drapeau slovien en lambeaux. Dès qu'il aperçoit le drapeau, Rufus vous fait signe de faire halte. Il y a quelque chose qui cloche, vous chuchote-t-il. Le drapeau, il est à l'envers. C'est un signal pour nous prévenir. Vous mettez silencieusement pied à terre et vous lâchez vos chevaux sous les arbres avant d'approcher de la cabane à pied. Niché au fond d'un étroit ravin, oui, la maison, voilà, oui, vous attachez oui, vos chevaux sous les arbres, ouais. Bon, ouais. Oui, là, bon, ouais, pardon. Oui, niché au fond d'un étroit ravin, la maison de Rondin est entourée de plusieurs dépendances de moindre taille.
3 chevaux scellés sont attachés à une barrière sur le côté du bâtiment principal et, lorsque vous magnifiez votre vision, vous constatez qu'ils sont harnachés exactement comme votre propre monture. Ce sont des destriers de l'armée d'Eldenor. Vous vous approchez de la cabane à pas de loup et vous glissez un coup d'œil par une fenêtre latérale. Rufus étouffe un cri lorsqu'il aperçoit son oncle Philo et sa tante Xera. Ah oui, Philo Xera, ouais, super le jeu de mots. Ouais, ça je me demande, est-ce que ça c'est un jeu de mots pourri de la VF ça? Ouais, ouais, attendez, je vais vérifier sur la VO quand même parce que là, ouais, attendez, ouais, parce que là, ah oui, ah bah oui, oui, ça c'est un jeu, oui, effectivement, ça confirme, c'est un jeu de mots pourri de la version française, oui. Je vais vous montrer vite fait, oui, je vais vous montrer vite fait sur la VO, oui, vous allez voir. Attendez, j'enlève ça. Ouais, 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 vous voyez, attendez, voilà, là, ouais, je surligne avec le curseur de ma souris. Vous voyez, c'est oncle, c'est Prizzo et Aunt, voilà, oui, 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 et Tante Faille. Allez. Donc ouais, ça a priori, oui, ça c'est un jeu, oui, c'est un jeu de mots pourra, oui, c'est un jeu de mots pourrave de la version, ouais, de la version française, oui. Là, bah vous vous souvenez là que déjà dans le précédent livre, elles avaient réussi à placer un couplet de la Marseillaise. Bon déjà, voilà, histoire de troller un peu. Euh, Bon voilà, d'accord. Bon, ouais, oui, reprenons du coup. Euh, voilà, voilà, ligotés sur des chaises et placés dos à dos au centre de la cabane. Autour d'eux, 3 Eldonoriens patibulaires pillent. euh, Ouais, voilà, oui, de la partie, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, elle est bien bonne, ouais. Autour d'eux, 3 Eldonoriens patibulaires pillent et saccagent le modeste logis, et vous les entendez promettre à leurs victimes une mort atroce si elles n'avouent pas où est caché leur or. À ces mots, le sang de Rufus ne fait qu'un tour. Brûlant de voler au secours de ses parents, il vous presse d'intervenir sans perdre un instant, mais vous essayez de calmer son ardeur, craignant qu'une intervention trop brutale ne mette la vie des otages en péril. Si vous décidez de continuer à épier les ravisseurs pendant encore quelques minutes avant de passer à l'action, rendez-vous au 21. Si vous vous rangez finalement à l'avis de Rufus et choisissez de passer à l'attaque sans délai, rendez-vous au 168. Donc, ouais, donc voilà, vous avez le choix qui se présente à vous. Soit on continue, oui, justement à épier les ravisseurs pendant quelques minutes avant de passer à l'action, ou soit on agit tout de suite. Voilà. Épier, bah oui, bah d'accord. Donc bah, par conséquent, oui, on va se rendre au paragraphe 21 alors. Rufus parvient sans peine à refouler sa colère. Ah bah oui, pardon, oui, Rufus parvient non sans peine à refouler sa colère, et vous continuez à épier sans bruit les Eldonoriens qui entassent leur butin dans des sacs en réitérant sur tous les tons leurs terribles menaces. Mais devant le silence obstiné des dignes vieillards, les pillards finissent par se décourager et, ployant sous le poids du butin, ils vident les lieux sans autre forme de procès. Après avoir chargé leurs sacs rebondis sur leurs chevaux,
les 3 crapules sautent en selle et font volter leur monture pour s'éloigner. L'un d'eux sort une torche et un briquet de son havresac, enflamme la torche et, lançant son cheval au galop, il la jette au passage par la porte grande ouverte de la cabane. Horrifié, vous vous précipitez dans la maison, tandis que les pillards disparaissent euh, dans la nuit tombante. À la vue de votre uniforme eldonnorien, Philo et Xera vous prennent pour un complice de leur bourreau venant achever leur sale travail. Ils croient leur dernière heure venue et hurlent de terreur. Mais Rufus, surgissant dans la pièce sur vos talons, s'empresse de les rassurer. N'ayez pas peur, s'écrie-t-il. C'est un ami, un allié. Calmez-vous, tout est fini, nous allons vous tirer de là. Vous étouffez rapidement la torche embrasée en faisant appel au Nexus, puis vous aidez Rufus à délivrer son oncle et sa tante. Rendez-vous au 110. Donc ok. Voilà, c'est pour ça que voilà, le coup, je vois que comme il est minuit. Après, là, je vais vous proposer de lire ce paragraphe et s'arrêter là pour ce soir. C'est pour ça. Donc, oui, je vais entamer. Par contre, ouais, je vais juste oui, vérifier au niveau des illustrations, encore une fois. Non, ça va, il n'y a pas de nouvelles illustrations pour le moment, donc c'est bon. D'accord. Euh, doublement émus de retrouver leur neveu préféré dans d'aussi dramatiques circonstances, les vieillards étreignent longuement Rufus sans pouvoir retenir leurs larmes, avant de vous bénir l'un et l'autre pour les avoir sauvés de la mort atroce à laquelle les lâches Eldonoriens les avaient condamnés. Lorsque Rufus leur annonce que vous êtes un seigneur Kai en mission secrète, l'oncle et la tante ouvrent de grands yeux et vous dévisagent avec un mélange de stupeur et de profond respect. Philo vous invite cordialement à passer tous deux la nuit sous son toit, non sans vous recommander la plus grande vigilance. La région étant infestée d'Eldonoriens et la cabane n'ayant plus rien d'un endroit sûr, ainsi que vous venez de le constater. Un endroit si peu sûr qu'ils ont, lui et son épouse, pris la décision de l'abandonner dès le lendemain. Ils ont l'intention de traverser la Quarle pour gagner le Salonie, où de nombreux Sloviens, dont d'autres membres de leur famille, ont déjà trouvé refuge dans la grande forêt. Vous veillez une partie de la nuit, assurant la garde à tour de rôle avec Rufus, et vous réveillez son oncle et sa tante un peu avant l'aube. Xera prépare un délicieux petit déjeuner que vous dégustez en discutant des projets des uns et des autres. Rufus a décidé de partir pour le Salonie avec ses parents. Quant à vous, vous annoncez que vous devez poursuivre votre mission et essayer de franchir la Storne du côté de Tekaro. Philo vous avertit, comme l'avait fait son neveu, que la cité est occupée par les Eldonoriens, mais il vous fournit aussi une information inédite. L'ennemi a établi un bac militaire sur le Storn, à un peu moins de 10 km au sud de sa confluence avec la Quarle. Sous votre uniforme d'éclaireur eldenorien, cela pourrait être pour vous le moyen le plus facile de traverser le grand fleuve. La collation achevée, vous échangez avec Rufus et les siens remerciements et vœux de bon voyage, et Xera vous offre quelques provisions pour la route. Assez pour 2 repas. Bon, là, on va laisser les 2 repas de côté, puisque comme notre sac à dos est plein pour le moment, donc ouais, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Oh, après quoi, vous leur faites vos adieux et vous sortez de la cabane pour monter en selle. Rendez-vous au 290. Et voilà, comme ça. Voilà, comme je l'ai dit à l'instant, c'est sur le paragraphe que nous allons terminer le live de ce soir. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir faire plus longtemps aujourd'hui, mais là, bon, la vie, les circonstances, ouais, voilà, les circonstances qui n'ont pas aidé, oui, c'est bon, ce qui est dommage, puisque, bon, oui, normalement, là, j'aurais été prêt à l'heure aujourd'hui s'il n'y avait pas eu, oui, ces petits soucis techniques, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc, euh, euh, voilà, en tout cas, j'espère que ce petit aventure, oui, vous aura plu. Déjà, oui, on voit que bon, ça commence. Bon, on a déjà commencé rapidement avec un combat, donc on voit qu'on a démarré un peu l'aventure. Déjà, bon, dire sur les chapeaux de roue, ça serait peut-être un peu exagéré, mais bon, on voit déjà que l'on connaît notre première péripétie. Ouais, comme ça.
C'est ouais, bah, c'est parfait pour ce soir.